Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de coordonner cette séance sur la pluriactivité transnationale des travailleurs en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur cette forme spécifique et complexe de mobilité internationale des travailleurs qu'est la pluriactivité. Alors, qu'est-ce que la pluriactivité dans un premier temps? Alors, bien entendu, je ne vais pas empiéter sur l'intervention de Clotilde, mais on peut affirmer que dans le domaine de la mobilité internationale des travailleurs, la pluriactivité renvoie à une situation de cumul, un cumul d'activités, qu'elles soient salariées ou indépendantes, et un cumul aussi de territoires concernés. On comprend donc assez rapidement les enjeux liés à la détermination de la législation applicable en droit de la protection sociale et le régime qui s'appliquera par conséquent. C'est un sujet très important, primordial, mais moins connu que le détachement. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de développer sur le détachement et moins sur la pluriactivité. C'est vrai que le détachement occupe une place assez importante à la fois dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et puis il y a de nombreux cas qui sont médiatisés, en tout cas des cas de fraude au détachement. Les conditions d'application de la pluriactivité sont aussi moins exposées que celles du détachement. Pourtant, on se rend compte, d'après les statistiques du CLES, que les certificats A1 qui sont délivrés et qui attestent de la législation applicable en droit de la protection sociale, eh bien, ont fortement progressé concernant la pluriactivité. D'autre part, les critères qui sont retenus pour déterminer la législation applicable en matière de pluriactivité interrogent. On le constate avec certains arrêts récents de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt qui a été rendu le 11 décembre 2025. Antoine se chargera d'analyser cet arrêt. Enfin, en tant que phénomène en expansion, la question du contrôle des situations de pluriactivité en France par l'URSSAF est aussi un enjeu considérable. Vous l'avez donc compris, la séance d'aujourd'hui a pour objectif d'aborder l'actualité et les enjeux de cette pluriactivité transnationale des travailleurs, uniquement, en tout cas dans le domaine de la protection sociale. La première intervention qui est celle de Clotilde Comographe, doctorante au sein du CERCRID, portera sur le cadre juridique de la pluriactivité en droit européen, de la protection sociale, donc ces enjeux et la distinction aussi avec le détachement. Et je crois également que Clotilde nous parlera, alors très brièvement, parce que c'est une actualité très récente, de l'accord provisoire de modernisation des règlements européens de coordination. On enchaînera ensuite avec une deuxième intervention, celle d'Antoine Lefebvre, qui est juriste en droit social au sein du pôle transfrontalier et international de la Fédération des entreprises romandes à Genève, qui sera chargé de présenter et d'analyser deux arrêts récents de la Cour de justice de l'Union européenne, rendus respectivement le 26 septembre 2024 et le 11 décembre 2025, concernant les critères de la pluriactivité lorsque le travailleur exerce son activité à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi en dehors de l'Union européenne. On va voir que ça pose quelques questions. Et la dernière intervention sera celle de David Giono. Il l'a dit lui-même, il est très bavard, donc c'est bien qu'il soit en dernier, nous a-t-il souligné tout à l'heure. Il présentera les moyens déployés par l'URSSAF pour justement contrôler les situations de pluriactivité. Et j'ai oublié de vous présenter, David, vous êtes responsable de projet au sein du département prévention, recherche et lutte contre les fraudes au sein de l'URSSAF Caisse nationale, la COS. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois de vos interventions, de votre participation. Je laisse la parole immédiatement à Clotilde, qui va donc nous présenter le cadre juridique de la pluriactivité en droit européen.
Merci Clotilde. Merci Camille pour cette introduction. Alors, comme cela a été annoncé, nous allons nous intéresser à la pluriactivité en droit européen. Donc, il conviendra de définir dans un premier temps cette notion avant de vous faire part de données chiffrées attestant l'essor de ce type particulier de mobilité intra-européenne, puis de présenter généralement le cadre théorique sur plusieurs aspects, la prise en compte des différentes trajectoires du travailleur mobile et le rôle des institutions. Comment déterminer la législation applicable? Il s'agit du fil rouge de cette présentation. Si cette question est centrale en matière de protection sociale, elle peut vite devenir un casse-tête administratif selon les parcours. Nous l'aborderons à travers quelques exemples à la fin de la présentation. La pluriactivité, sur le plan du droit social européen et plus particulièrement en droit de la sécurité sociale, désigne l'exercice simultané ou en alternance par une personne d'une activité professionnelle sur le territoire de 2 ou plusieurs États membres de l'UE, l'espace économique européen ou encore la Suisse. Nous le verrons, il peut s'agir de formes diverses d'activités professionnelles, salariat, travail indépendant ou une combinaison de ces deux types d'activités, mais aussi le cumul d'une activité salariée ou indépendante exercée par un fonctionnaire. J'ai par ailleurs une préférence pour l'expression travailleur multinational, traduction littérale de multi-state worker. Cette expression anglaise est utilisée pour désigner ces travailleurs dans les règlements et la doctrine. En effet, le mot pluriactif stricto sensu ne rend pas forcément compte de la dimension internationale des trajectoires de ces travailleurs. Et on peut aussi constater que des organismes comme le CLES désignent ce phénomène de pluriactivité transnationale. Donc, il y a un petit flottement au niveau du vocabulaire utilisé. Cette notion, elle est encadrée par des règlements européens de coordination qui servent à déterminer de quelle législation sociale le travailleur relève et, in fine, afin de savoir de quel régime de sécurité sociale il va dépendre, car c'est ce régime qui bénéficiera des cotisations sociales et qui versera des prestations sociales à l'assuré. Il s'agit des règlements 883-2004 et 987-2009, son règlement d'application. Afin de clarifier certaines confusions, il convient d'insister sur une distinction cruciale dans ce domaine, la distinction entre le travailleur multinational, donc pluriactif, et le travailleur détaché, qui ne répond pas aux mêmes règles. Le détachement est prévu en matière de sécurité sociale à l'article 12 du règlement 883-2004. Il désigne principalement une situation temporaire, moins de 24 mois, où un salarié est détaché par son employeur dans un état différent. Dans cette situation, le travailleur relève systématiquement de la législation du pays d'origine, son pays d'emploi, et ce, même s'il est mobile au sein de l'UE. Nous allons le voir, la situation des travailleurs pluriactifs est plus complexe. Il faut avoir à l'esprit que ce qui distingue principalement la pluriactivité du détachement, c'est son caractère permanent, puisque le détachement est censé être temporaire. Faire la distinction entre ces notions est tout à fait central, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, mais je ne développerai pas cet aspect dans mon intervention. Il me semble important de parler de ce sujet qui est d'actualité, puisque nous assistons à une diversification des formes d'emploi ainsi qu'à l'essor de ces mobilités encouragées au niveau européen depuis des dizaines d'années afin d'accompagner la construction de l'espace économique européen, donc à travers notamment la consécration de la liberté de circulation des personnes et des travailleurs. Les règlements précités font l'objet de discussions relatives à leur révision, et ce depuis une décennie. Par ailleurs, le 22 avril dernier, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord provisoire sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cet accord portera notamment sur la révision des règles relatives au détachement et à la pluriactivité, a priori sur l'identification du siège de l'employeur pour ce qui concerne les pluriactifs. Cet essor de la pluriactivité se remarque aussi à travers des chiffres. Donc, le nombre de certificats A1 relatifs à la pluriactivité a explosé depuis quelques années.
On peut remarquer que depuis une dizaine d'années, le détachement et la pluriactivité en Europe ont progressé de manière continue et dynamique, ce qui se matérialise dans des chiffres par une hausse de 162% des certificats A1 remis aux travailleurs européens. Ces certificats délivrés pour la pluriactivité ont progressé plus fortement que ceux délivrés pour le détachement, donc plus 225% contre 141%, ce qui explique que la part de la pluriactivité en nombre de certificats émis soit passée de 25% en 2015 à 32% en 2024, avec un pic à 38% entre 2018 et 2021. Ce certificat est non seulement essentiel pour tenter de mesurer l'accroissement de ces mobilités, mais sa fonction primaire est d'attester la législation de sécurité sociale applicable à son détenteur. Il est délivré pour les travailleurs multinationaux, mais aussi pour des travailleurs détachés. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple de certificat A1, et notamment l'encadré relatif la détermination la situation en fait du travailleur. Il convient à présent d'aborder le cadre juridique européen posé par les règlements de coordination, en commençant par présenter le principe cardinal en la matière. Il s'agit du principe de l'unicité de la législation applicable. Je me permets de souligner que la garantie du principe d'unicité de la législation applicable est au cœur de l'esprit de la coordination européenne. Énoncé à l'article 11 du règlement de 2004, ce principe implique que peu importe la situation du travailleur mobile, il ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale. Cette règle répond à un objectif très simple, éviter les doubles affiliations, les doubles cotisations, mais aussi l'absence d'affiliation. Ainsi, peu importe la configuration, le travailleur sera toujours affilié dans un État membre qui sera l'État membre compétent pour recevoir l'entièreté des cotisations sociales et verser les prestations. L'article 11 comprend des critères de rattachement qui répondent à un principe simple. La loi applicable en matière de sécurité sociale peut être celle de l'état d'emploi, il s'agit de la lex loci laboris, ou encore celle de l'état de résidence pour certains cas, notamment les prestations au chômage, mais qui sont vouées à évoluer en fonction de la révision de ces règlements. Plus spécifiquement, les travailleurs multinationaux constitue une dérogation au principe de la lex loci laboris. Et pour savoir quelle est la législation applicable à ces travailleurs, il faut se référer à l'article 13 du règlement précité. Alors, pour commencer, l'article 13 détaille 4 principaux cas de figure. Cet article doit faire l'objet d'une lecture combinée avec l'article 14 du règlement d'application, celui de 2009, qui en précise les caractéristiques. Donc, concernant le premier cas de figure, il désigne la personne qui exerce des activités salariées dans au moins 2 États différents. Ainsi, la personne qui exerce une partie substantielle de son activité salariée dans son état de résidence y sera soumise. Elle doit donc exercer plus de 25% de son activité dans cet état, selon l'article 14 du règlement de 2009. Cette part substantielle est évaluée selon des critères tels que le temps de travail et ou la rémunération. En revanche, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de son activité dans son état de résidence, 4 possibilités sont mentionnées pour déterminer la législation applicable. Donc, premièrement, la personne est employée par un employeur. Elle sera affiliée à la législation de l'État membre dans lequel cet employeur a son siège social. Deuxièmement, si cette personne est employée par 2 ou plusieurs employeurs qui ont leur siège social dans le même État membre, cette personne sera affiliée à la législation de cet État. Troisième cas, si la personne est employée par 2 ou plusieurs employeurs qui ont leur siège social dans 2 États membres, dont un État est l'État de résidence, elle sera affiliée dans l'État autre que l'État de résidence. Et dernièrement, si la personne est employée par 2 ou plusieurs employeurs dont au moins 2 ont leur siège social dans différents États membres que l'État de résidence,
la personne sera affiliée dans son état de résidence. Donc ça, c'était pour le cas de la personne qui est uniquement salariée. Deuxième cas de figure, il s'agit de la personne qui exerce plusieurs activités indépendantes dans différents États. Ici, on a deux possibilités. Si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans l'État membre dans lequel elle réside, elle sera soumise à la législation de cet État. Si la personne ne réside pas dans l'un des États dans lesquels elle exerce une partie substantielle de son activité, elle sera soumise à la législation de l'État dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités. Pour ces situations, l'article 14 du règlement d'application précise que la partie substantielle de l'activité d'un travailleur indépendant désigne le chiffre d'affaires, le temps de travail ou le nombre de services prestés et ou le revenu. Le centre d'intérêt des activités du travailleur est quant à lui déterminé suivant des critères tels que le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances mentionnées. Le troisième cas de figure désigne quant à lui la combinaison d'activités salariées et non salariées. Deux options. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée. Si la personne exerce une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres ainsi qu'une activité non salariée, il faut revenir aux règles de détermination de la législation applicable relative au cumul d'activités salariées. Le quatrième et dernier cas de figure concerne les fonctionnaires exerçant une autre activité salariée ou non salariée dans un autre État membre. Ainsi, cette personne relèvera systématiquement de l'administration qui l'emploie. Donc, la législation de l'État membre dont relève cette administration. Il convient maintenant de s'attarder un instant sur le rôle central des administrations compétentes de chaque État membre. Elles doivent traiter quotidiennement ces situations, parfois complexes, tout en tenant compte de leurs obligations au regard des assurés, mais aussi envers les institutions étrangères concernées. Elles s'assurent en effet de la continuité du bénéfice de la protection sociale pour les travailleurs mobiles. Et en France, il s'agit du service mobilité internationale de l'URSSAF, qui est chargé de déterminer de quel système de sécurité sociale le travailleur multinational relève et l'atteste par le biais de la délivrance du certificat A1. Ce certificat est valable uniquement pour les pays relevant de l'espace économique européen, mais aussi la Suisse et l'UE, évidemment. Plus précisément, les institutions compétentes sont tenues de traiter les déclarations des situations de pluriactivité, conformément à l'article 16 du règlement de 2009. Elles sont aussi chargées de déterminer dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne de façon provisoire dans un premier temps. Elles sont en charge de la transmission d'informations auprès des institutions concernées dans chaque État membre. Et elles doivent non seulement notifier leur décision, qui est provisoire à ce stade, mais aussi auprès des institutions concernées dans chaque État membre, mais aussi auprès des travailleurs concernés. Et la décision devient définitive 2 mois après la notification, sauf si une autre institution manifeste son désaccord ou son impossibilité d'accepter la décision. En cas d'incertitude ou d'avis divergent, l'administration doit rechercher un commun accord avec les autorités des autres États membres concernés, en ayant recours, si nécessaire, aux procédures de conciliation prévues par le règlement. Alors, je me suis permise de vous indiquer, de faire un petit schéma récapitulatif, et notamment pour la pluriactivité salariée. Et je voulais du coup rappeler les éléments dans l'ordre qui permettent de déterminer la législation applicable à ces travailleurs, donner quelques exemples plus concrets aussi pour terminer.
Donc, premièrement, c'est l'État de résidence qui est compétent pour déterminer la législation applicable aux travailleurs multinationaux et qui traite en fait ces déclarations de pluriactivité. Ensuite, il convient de vérifier si ce travailleur exerce une part substantielle de son activité dans l'état de résidence ou non. Si la réponse est oui, il sera affilié au régime de sécurité sociale de cet état de résidence. Et dans le cas contraire, eh bien, en fait, il faut vérifier le nombre d'employeurs du salarié. Donc, s'il n'a qu'un seul employeur, la législation applicable est celle de l'État où se trouve le siège social de l'entreprise concernée. Dans le cas où ce salarié aurait plusieurs employeurs, il faut regarder s'ils sont établis dans le même État. Si la réponse est oui, la législation applicable est celle de l'État où se trouve le siège social des entreprises. Et sinon, deux options en fait s'offrent encore à nous. La législation applicable est celle de l'État du siège social de l'employeur qui ne se trouve pas dans le même État que celui de résidence du salarié, dans le cas notamment où il y a plusieurs employeurs, enfin plus de 2 employeurs en fait dans des États membres autres que l'État de résidence, la législation applicable sera celle de l'État de résidence. Et pour terminer, je voulais donner quatre exemples un peu plus concrets. Donc, le premier cas, il s'agit par exemple d'un Français qui vit en Belgique, qui travaille pour un employeur suisse en France et au Luxembourg. Il est salarié. Il est assuré du coup pour la totalité de ses revenus auprès de l'organisme de sécurité sociale suisse, conformément à l'article 13 du règlement de 2004. Deuxième cas, un Italien vit en Suisse et exerce une activité salariée pour 2 employeurs différents, siège en Suisse et en France, pour une partie non substantielle en Suisse et une partie substantielle en France. Il sera donc assuré auprès de la sécurité sociale française. Même situation, mis à part qu'un des sièges d'un des employeurs se trouve en Allemagne. La personne sera donc assurée en Suisse. Et pour finir, si une consultante réside en Espagne, qu'elle est salariée à mi-temps pour une entreprise située au Portugal, où elle se rend physiquement 2 jours par semaine. En parallèle, elle exerce une activité d'indépendante en freelance pour des clients situés en Espagne et en Italie. Ici, elle sera intégralement affiliée à la sécurité sociale portugaise, y compris pour ses revenus d'indépendante générés en Espagne et en Italie. Et j'ai fini avec mon présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci Clotilde. Alors, je vais immédiatement, puisque les 2 présentations se suivent, passer la parole à Antoine, qui va évoquer justement ces critères, les critères de la pluriactivité à travers 2 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Merci Camille. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Alors, merci Camille, merci Laure pour votre invitation. Donc, je remercie l'IETL et le CERCRID. Donc, en effet, je vais vous parler de 2 arrêts de l'Union européenne sur des situations qu'on appelle des situations triangulaires entre l'Union européenne, l'AELE, la Suisse, les États tiers. Donc, tout d'abord, un arrêt du 26 septembre 2024. Je l'ai choisi puisque on va expliquer comment ça se passe dans une situation où on a d'une part l'espace économique européen avec l'Autriche et le Liechtenstein, une relation entre l'Autriche et le Liechtenstein, et une autre avec l'accord de libre circulation des personnes, la LCP, entre l'Autriche et la Suisse. Est-ce que les règlements doivent être séparés, la détermination de la législation applicable doit être appliquée de manière séparée ou pas? Donc là, il s'agissait d'un médecin indépendant. Donc là, on a vu avec Clotilde comment ça se passait pour les indépendants. Il est de nationalité autrichienne et du Liechtenstein.
et puis réside en Autriche. Ces taux d'activité étaient donc de 19% en Autriche, 78% au Liechtenstein et 3% en Suisse à partir du 1er janvier 2017. Et puis, il y a une demande de détermination qui a été soumise, la DLA, le 14 avril 2020. Et cette date est extrêmement importante pour le déroulé de mon exposé. Alors, au niveau des bases légales, puisque là, il y a quand même pas mal de juristes, je vous ai mis un peu de texte. D'abord, est-ce que les règlements de coordination de systèmes d'assurance sociale sont applicables dans l'ensemble de ces territoires? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que du coup, on a les articles 28 à 30 et l'annexe 6 de l'accord sur l'espace économique européen, et puis l'article 8 et l'annexe 2 de l'accord de libre circulation des personnes qui nous renvoient au règlement de coordination des systèmes d'assurance sociale. Donc, entre l'Autriche et Liechtenstein et l'Autriche et la Suisse, on applique les mêmes règlements. Ensuite, il faut savoir qu'avant le règlement donc Clotilde vous a parlé donc, du 883-2004, on appliquait le règlement 1408-71. Et donc, ce règlement nous dit que pour une personne qui était indépendante, à partir du moment où elle travaillait dans son état de résidence, elle était assujettie dans cet état. Donc, vous voyez qu'il manque un des critères fondamentaux, c'était l'activité substantielle dans l'état de résidence. À l'époque, il n'y avait pas d'activité substantielle. À partir du moment où on travaillait dans son état de résidence, on était assujetti à son état de résidence. Ensuite, il y a l'article 87 alinéa 8 du règlement 883-2004 qui nous explique qu'il y a une période de transition de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut encore appliquer le 1408-71 pendant 10 ans. Donc, pour l'Union européenne, c'était du 1er mai 2010 au 30 avril 2020, s'il n'y a aucun changement de situation. Donc, si la situation de cette personne reste inchangée. Or, je vous ai dit, à partir de 2017, la personne a commencé à travailler en Suisse à 3%. Oui. Si on n'applique pas le 1408-71, on revient à ce que nous a expliqué Clotilde. Il faut une activité substantielle dans l'état de résidence, donc au moins 25%. Là, c'était du coup en Autriche. Et du coup, ça change complètement le raisonnement. Donc, les questions qui sont posées à la Cour ici, c'est les règlements européens de coordination sont-ils applicables? Et puis, comme on a du coup des bases légales différentes, on a l'accord EEE et puis l'accord UE suisse, à ce moment-là, est-ce qu'on va séparer les règlements? Et ensuite, une autre question, c'est on a à partir de 2017 3% d'activité en Suisse. Est-ce que ça fait un changement d'activité? Et du coup, si ça fait un changement d'activité, est-ce qu'on va devoir appliquer le règlement 883-2004 ou bien on est encore dans cette période transitoire qui nous permet d'appliquer le 1408-71? Alors, la Cour nous explique que, dans son considérant 39, que les trois États appliquent du coup, donc les trois États différents appliquent les mêmes règlements et qu'il y a ce principe d'unicité de législation applicable dont nous a parlé Clotilde. Donc, il convient de soumettre les personnes auxquelles les 10 règlements sont applicables à la législation d'un seul État membre. C'est vraiment très important. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit. Ouais. Et du coup, ensuite, juste après, malheureusement, la Cour de justice nous explique que les règlements, ils s'appliquent selon des fondements de deux bases juridiques distinctes. Donc, l'espace économique européen d'un côté, l'accord de libre circulation des personnes de l'autre. Du coup, on va déterminer la législation applicable de manière distincte. Il faut refléter cette distinction dans la détermination de législation applicable. Alors, comment ça se passe? Accord de l'espace économique européen, donc Union européenne, État de la ELE, Autriche et le Liechtenstein. On a 18% d'activité en Autriche, 78% d'activité au Liechtenstein.
Donc, on est en dessous de 25% en Autriche, état de résidence. Comme on est en dessous, on va avoir la législation sociale du Liechtenstein qui va être applicable, puisque c'est le centre des intérêts de ces activités. Mais ça, c'est si on applique le règlement 883/2004. Or, on est encore dans la période de transition, et donc on peut appliquer encore le 1408/71, puisque la période de transition transitoire dure 10 ans, donc jusqu'au 30 avril 2020, et la détermination de législation applicable a été soumise le 14 avril 2020. Donc on est encore dans cette période. Du coup, comme il y avait une activité dans l'état de résidence, c'est la législation sociale autrichienne, état de résidence, qui s'applique. Et puis la Cour répond que la prise d'activité en Suisse, elle ne doit pas être considérée, puisque en fait, c'est une prise d'activité dans un état tiers. Donc, pas de changement d'activité pour la Cour. Ensuite, pour l'accord de libre circulation des personnes entre l'Autriche et la Suisse, on n'a pas les 25% d'activité, on est à 18%. Mais quel est le centre des intérêts? C'est l'Autriche. Donc, législation sociale autrichienne applicable. Donc finalement, on se retrouve avec la législation sociale autrichienne qui est applicable en ayant bien distingué les deux règlements et on se retrouve avec l'unicité d'assujettissement. Alors, là, on a un problème. C'est que la période transitoire, elle s'arrête le 30 avril 2020. Donc, si la personne avait soumis une détermination de législation applicable à partir du 1er mai 2020, quid de l'assujettissement? Est-ce qu'on aurait eu un double assujettissement? Puisque du coup, on aurait dû appliquer la législation sociale du Liechtenstein, centre des intérêts économiques de la personne, et puis législation autrichienne pour la Suisse et l'Autriche. Donc là, on serait en dehors du système de l'unicité d'assujettissement, mais en ayant bien distingué les deux accords. Donc, problématique. Ensuite, à partir du 1er janvier 2016, il faut savoir qu'il y a la convention de l'AELE qui a été mise à jour, et le règlement 883/2004 et 987/2009, ils sont applicables à la convention AELE. Du coup, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une distinction entre accords de l'espace économique européen et la LCP? Puisque la détermination de législation applicable a été soumise en 2020, donc après 2016. Ensuite, on a aussi... D'accord, on va distinguer les différents accords, mais à ce moment-là, est-ce que les taux d'activité auraient été analysés de manière séparée? Donc, du coup, on aurait augmenté un petit peu le taux d'activité dans chaque État, puisque pour l'Autriche et le Liechtenstein, on n'aurait pas pris en considération les 3% en Suisse, et puis l'Autriche et la Suisse, on n'aurait pas pris en considération le taux d'activité au Liechtenstein. Et là, on a une réponse de la Cour du 11 décembre 2025 dont je vais vous parler juste après. Et enfin, ça c'est aussi une critique du professeur Fillon que je reprends. Sur la détermination de législation applicable, Clotilde nous a expliqué que pour les indépendants, il n'y a pas seulement le revenu, mais aussi le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés. Il y a différents critères à prendre en compte. Or, la Cour de justice, dans cet arrêt, ne reprenait que le revenu. Donc, un arrêt en demi-teinte, et certainement que finalement, la première réflexion, c'est de se dire que si on était donc après la période transitoire, une détermination de législation applicable en 2026, impliquant la Suisse, des États européens, mais aussi des États de l'AELE, on pourrait avoir comme solution deux législations applicables. Donc, mon deuxième propos, donc sur la pluriactivité entre l'UE et les États tiers, avec cet arrêt qui a été longuement commenté par du coup la doctrine du 11 décembre 2025. Alors, pourquoi j'ai choisi cet arrêt? C'est que on nous explique, enfin la Cour nous explique comment on doit
déterminer la législation applicable quand, pour un employeur d'un État membre, le salarié va travailler dans 2 États membres et également dans des États tiers. Il s'agissait d'une société, donc Sisabal, donc en Suisse, et la personne a été salariée du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2020. Lieu d'activité, donc on est d'accord, alors il y a eu la période Covid en 2020, mais là on était quand même 1er décembre 2015, complètement antérieur à la période Covid. Lieu et temps de travail, donc 16% en télétravail en Allemagne, 16% en Suisse, et le reste du temps, il était dans des pays tiers. Il y a une détermination de législation applicable qui a été soumise à l'institution d'État de résidence, donc en Allemagne, et l'institution d'État de résidence a déterminé la législation sociale allemande applicable, puisqu'elle n'a pas considéré les pays tiers. Donc, on enlève les 68%, il nous reste 16 et 16. 16 et 16, ça fait 50 et 50. 50, c'est supérieur à 25, donc assujettissement dans le pays de résidence. Donc, je reprends sur les bases légales. Il faut savoir que au niveau du terme activité salariée, ça désigne une activité ou une situation assimilée qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée. Donc, on se réfère à un État membre et l'activité doit être exercée dans un État membre. Voilà, ça c'est important. Ensuite, vous connaissez donc les 25%, législation sociale dans le pays de résidence, en dessous, législation sociale du pays du siège de l'employeur. Donc là, ça aurait été en Suisse. Donc la question posée à la Cour, c'est convient-il de prendre en considération les activités exercées en dehors des États membres, y compris donc toutes les activités, donc même y compris celles exercées en dehors des États membres, donc les pays tiers, ou seulement les activités exercées dans les pays des États membres. Donc il y avait 4 interprétations possibles. Soit on fait comme ce que nous dit l'institution allemande, on prend en compte seulement les pays des États membres, donc on aurait la législation sociale allemande applicable. Soit on prend en compte la totalité des activités, dans ce cas-là, c'est la législation sociale suisse qui s'applique. Et sinon, on peut considérer que les activités dans les pays tiers doivent être attribuées comme si elles avaient été effectuées dans l'État membre, de résidence, excusez-moi, donc en Allemagne, ou bien on dit que ces activités doivent être considérées comme si elles ont été, exercées dans l'État du siège de l'employeur. Donc, 4 interprétations possibles, et la Cour nous dit, et heureusement qu'elle nous dit ça, elle nous répond qu'il faut prendre en compte l'ensemble des activités. C'est l'évaluation globale. Elle renvoie à l'article 14 du règlement 987-2009 dont nous a parlé Clotilde. Donc, parce que sinon, ça reviendrait à une fiction juridique très éloignée de la réalité. Donc, elle nous rappelle également que la détermination de législation applicable ne dépend pas du libre choix du travailleur salarié, des entreprises ou des autorités nationales compétentes. Et j'aime beaucoup cela parce que souvent, quand on va auprès d'une institution, l'institution va déterminer la législation applicable et on aurait voulu une autre solution. Mais ce n'est pas parce qu'on veut, en tant que salarié ou en tant qu'employeur, être assujetti à la sécurité sociale d'un pays que l'autorité nationale va déterminer cette législation. Et l'autorité nationale, elle aussi, elle ne peut pas choisir. C'est selon les critères du règlement 883-2004. Donc, c'est vraiment selon la situation objective dans laquelle ce travailleur se trouve. Par conséquent, avec cette évaluation globale, on prend en compte l'exercice dans les pays tiers. Donc, la solution, législation sociale suisse applicable. Donc, il faudrait un certificat A1 émis par la caisse AVS, la caisse un peu l'équivalent de l'URSSAF, si vous voulez, de l'employeur. Alors, quelques réflexions là-dessus. Premièrement, donc, les limites de la portée de l'arrêt. L'arrêt explique comment ça se passe si la personne travaille pour un employeur d'un État membre,
dans 2 États membres, plus des États tiers. En plus, pour la Suisse, il faut la nécessité d'être ressortissant suisse ou UE, respectivement AELE, puisque je vous rappelle que la Suisse n'a pas étendu la portée du règlement 883/2004 aux ressortissants d'États tiers. Alors, prenons un exemple pour être un peu plus concret. Un employeur suisse emploie un ressortissant français résidant en France, travaillant à 20% en France, donc il fait des voyages d'affaires très réguliers en France, état de résidence, 30% en Suisse, et puis il est également salarié d'une société au Maroc à 50%, imaginons. Donc, la procédure, détermination de législation sociale applicable par l'URSSAF Service Mobilité Internationale. Et je parle sous le contrôle de mes collègues, du coup, de Hélène Dethier et Mehdi Messadi. J'ai vu qu'ils étaient dans la salle et ils sont représentants de l'URSSAF Service Mobilité Internationale. Donc, j'espère ne pas tromper. Ensuite, donc, l'activité salariée au Maroc, on est bien d'accord qu'elle n'est pas exercée pour le compte de l'employeur suisse. Elle est exercée pour le compte d'un autre employeur qui se situe au Maroc. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout le cas de notre cours de notre arrêt du 11 décembre 2025. Donc, il ne faudrait pas prendre en compte ces activités, enfin cette activité, puisqu'elle est, elle est complètement en dehors de notre champ de vision, si vous voulez, État membre, avoir au moins 2 activités pour le compte d'un employeur d'un État membre. Or là, l'activité au Maroc est exercée pour le compte d'un employeur au Maroc, État tiers. Donc, l'URSSAF pourrait très bien augmenter le taux d'activité en France proportionnellement. Donc, on passerait de 20 à 40. Législation sociale française applicable, certificat A1 remis par l'URSSAF et affiliation de notre employeur suisse à l'URSSAF, service des firmes étrangères. Un autre exemple. Clotilde l'a rappelé, si on est salarié dans un État membre et indépendant dans un autre, c'est toujours l'activité salariée qui prime, assujettissement dans le pays dans lequel vous êtes salarié. Prenons un exemple un peu, voilà, je ne sais pas s'il peut exister, mais voilà, imaginons. Hein. Un employeur français emploie un ressortissant allemand travaillant en Allemagne, état de résidence, en télétravail, 1 jour par semaine. Le reste du temps, il va voyager dans des pays du sud-est asiatique. Il est également administrateur indépendant non exécutif au Luxembourg. Donc, indépendant, salarié en Allemagne. Comment ça se passe? Comme il est résident en Allemagne, c'est l'institution allemande qui doit déterminer la législation applicable. Est-ce que la législation allemande va prendre en compte les activités dans les États tiers? La question est ouverte. Si on reprend l'arrêt du 11 décembre, il fallait forcément avoir 2 activités salariées dans 2 États membres pour le compte du même employeur. Or là, il n'y a qu'une seule activité dans un État membre pour le compte de l'employeur. Donc, on pourrait très bien ne pas prendre en compte les activités exercées dans le sud-est asiatique pour le compte de l'employeur français. Donc finalement, on a 20% d'activité en Allemagne, le reste, activité au Luxembourg. Comme c'est l'activité salariée qui prime, le certificat A1 remis par la caisse allemande, et puis ensuite, il y a une requalification de l'activité luxembourgeoise selon la législation allemande, et puis une affiliation en tant qu'indépendant à la caisse allemande pour l'activité luxembourgeoise. Alors, c'est là où les débats sont encore ouverts. L'accord cadre de télétravail. On n'en a pas parlé, mais je vous rappelle que l'accord cadre de télétravail permet d'aller jusqu'à 49,9%, donc augmenter le taux d'activité dans l'état de résidence sans changement d'assujettissement. Prenons un exemple qu'on peut retrouver, ça on peut le retrouver. Hein.
Un employeur suisse emploie un ressortissant français résidant en France, travaillant à 40% en France, en télétravail, 40% en Suisse, et le reste du temps, il fait des voyages d'affaires dans des pays tiers, Singapour, Hong Kong, Dubaï. Prise en considération du taux d'activité dans les États tiers. Ça, c'est sûr, vu qu'on a l'arrêt du 11 décembre qui nous dit qu'il faut avoir 2 activités régulières pour le compte d'un employeur État membre. On a l'employeur suisse, en État membre, on va dire, hein. 40% en France, 40% en Suisse, pour le compte de l'employeur État membre, et d'autres activités dans des États tiers pour le compte de l'employeur État membre. Donc, on est totalement dans l'arrêt du 11 décembre 2025. Prise en considération des taux d'activité dans les États tiers, on ne va pas fictivement augmenter le taux d'activité en France, puisqu'on prendra en considération ces taux. Demande de certificat de télétravail institution sociale suisse pour une durée de 3 ans, renouvelable tous les 3 ans. Donc, accord cadre applicable avec point d'interrogation, puisque l'accord cadre ne s'applique pas aux personnes qui exercent habituellement une activité dans un état autre que l'état de résidence et l'état de l'employeur. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord cadre. Donc, on se pose la question, par un autre État, est-ce qu'on entend uniquement les États membres ou bien également les États tiers? Et on revient à notre base. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que l'activité salariée, c'est selon l'activité salariée exercée dans des États membres. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on prend en considération les États tiers? Là, oui, on les prend en considération pour ne pas augmenter le taux d'activité en France. Mais ensuite, est-ce qu'on prend en considération ces activités régulières, puisque c'est une activité habituelle? S'il était parti à Singapour une fois dans l'année, ce ne serait pas habituel. Or là, il part à 20%, il part dans des pays tiers. Donc, c'est une manière habituelle. Est-ce qu'on prend en compte ces activités habituelles dans des États tiers pour le compte d'un employeur État membre? Certains États, certaines institutions sociales sont d'accord de prendre en considération ces activités États tiers et donc de ne pas appliquer l'accord cadre de télétravail. Notamment, il y a l'Office national de sécurité sociale en Belgique. Et puis après, on pourra ouvrir les débats avec la France vu qu'on a les représentants de l'URSSAF ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est au niveau de la Suisse. On a un avis donc, de l'Office fédéral des assurances sociales et je suis très content de savoir qu'il y a Sandra Pochon qui est juriste à l'OFAS qui nous a rejoint également. Donc, je parle aussi sous sa direction. Pour l'instant, l'OFAS nous dit on prenait en compte uniquement les activités dans des États membres. Et c'est pour ça que quand vous êtes un employeur suisse et que vous faites une demande d'accord cadre de télétravail, on demande de confirmer que la personne n'exerce pas d'activité de manière habituelle dans un autre État de l'UE AELE. On ne nous dit pas aussi dans des États tiers. Pour l'instant, c'est la position de la Suisse. On ne change pas de position. On ne prend en considération des activités habituelles que dans le territoire de l'Union européenne et de l'AELE, puisque finalement, la pluriactivité, elle revient à l'article 13. Et comme l'a expliqué Clotilde, l'article 13, c'est seulement dans l'Union européenne. D'accord, on prend en considération pour le taux d'activité, mais est-ce que ça veut dire qu'on le prend en considération pour faire de la pluriactivité? Pas forcément. En tout cas, c'est la position de la Suisse. Et puis, ça me fait la transition avec David. Comment, imaginons qu'on prenait en compte ces activités États tiers, comment les institutions sociales, et notamment l'URSSAF, viendraient à contrôler ces activités dans des États tiers? Et je passe la main à David. Et je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Merci pour cette transition, Antoine. Pas forcément facile. Je te redonne la patate chaude. On y reviendra, ouais. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors,
Tout d'abord, bonjour à tous. Merci donc à Camille alors pour l'invitation aujourd'hui. Je me représente très rapidement. Donc, je suis David Giono, je suis chef de projet au sein du département lutte contre la fraude de l'URSSAF Caisse nationale et j'ai notamment en charge le suivi des dossiers de lutte contre la fraude en matière de mobilité internationale qui sont traités par les inspecteurs de l'URSSAF dans toute la France. C'est pas mon seul sujet de préoccupation, mais c'est un de mes sujets de préoccupation. Et auparavant, j'étais inspecteur et référent régional en matière de lutte contre le travail à l'URSSAF Franche-Comté. Alors, j'en profite pour saluer effectivement les deux collègues de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais qui participent également à cette présentation. Donc Mehdi et Hélène, bonjour. Et donc là, moi, je vais vous parler alors de la lutte contre la fraude à la mobilité internationale telle qu'elle est conduite par les inspecteurs des URSSAF. Et je ne vais pas me limiter en fait au seul cas de pluriactivité parce que vous allez vite le comprendre. Les fraudeurs eux-mêmes ne se contraignent pas forcément à intégrer leur schéma de fraude dans un cadre réglementaire plutôt qu'un autre. En fait, s'ils se rendent compte que les conditions du détachement ne sont pas remplies lorsqu'on leur fait remarquer à l'occasion d'un contrôle, eh bien, ils vont nous dire que c'est une erreur et puis nous devrons analyser la situation sous l'angle de la pluriactivité et évidemment inversement, quoi. Et d'ailleurs, par nature, lorsqu'on est dans le cadre de la lutte contre la fraude, les informations, les éléments qu'on nous communique sont parcellaires, flous, peu précis. Parce que malheureusement, aucun fraudeur qui ait pris la main dans le pot de confiture ne reconnaîtra la fraude et aucun ne nous donnera tous les éléments pour la caractériser pénalement ou pour chiffrer le montant des cotisations ainsi éludées, quoi. Alors, tout d'abord, un petit rappel, voilà, vous le savez certainement, mais depuis de nombreuses années, 97, je crois, si ma mémoire est bonne, l'URSSAF Caisse nationale signe une convention d'objectifs et de gestion, appelée plus communément COGE, et ce document sert principalement à fixer pour plusieurs années les priorités stratégiques, les objectifs de performance et les moyens qui sont alloués à la branche du recouvrement de la sécurité sociale, donc aux URSSAF. Et on se rend compte que la lutte contre la fraude à la mobilité internationale, c'est un objectif de la Convention d'objectifs et de gestion qui est signée entre la branche recouvrement et l'État pour la période 2023-2027. C'est l'engagement numéro 3 qui consiste à développer le contrôle de la mobilité internationale afin de lutter contre le dumping social qui prévoit donc 3 objectifs. Optimiser la détection des situations de fraude aux prestations de services internationales, renforcer l'efficacité des contrôles de la mobilité internationale et puis contribuer à la construction d'un parcours de réaffiliation et d'ouverture des droits des salariés détachés à tort, donc qui ont cotisé auprès d'une autre institution de sécurité sociale, qui se sont ouverts des droits auprès de cette autre institution. Voilà, nous, il va falloir qu'on les désaffilie d'un côté et puis qu'on puisse les réaffilier de l'autre. C'est un des objectifs donc, fixés dans le cadre de cette COGE. Alors, pour lutter contre la fraude, il est important de comprendre quelle est la motivation des fraudeurs. Alors ça, je pense que tout le monde s'en rend bien compte. En fait, c'est l'appât du gain. Pourquoi frauder? La motivation la plus fréquente, c'est la volonté de réduire le coût du travail en diminuant le montant des charges sociales. Et pour une entreprise étrangère, qui n'est parfois pas si étrangère que ça, parce que ce sont les dirigeants de droit ou de fait français qui sont à l'origine de la création d'une entreprise à l'étranger, bien l'objectif reste le même, c'est réduire les coûts sociaux pour gagner en compétitivité sur le marché français. Donc on va trouver plusieurs cas de figure, le détachement abusif de travailleurs, une entreprise qui est établie dans un autre État de l'Union européenne déclare des salariés comme détachés, alors qu'il s'agisse d'ailleurs de pluriactivité ou de détachement, afin d'appliquer le régime social du pays d'origine, souvent moins coûté, alors que l'activité est en réalité stable, durable en France. On a également des sociétés boîtes à lettres. Donc là, ce sont des structures qui n'ont qu'une présence fictive dans leur pays d'établissement et qui exercent en pratique toute leur activité en France. Et vraiment, c'est l'écart de charge sociale entre États qui est le facteur majeur. Lorsqu'il existe un différentiel important de coût du travail, certains acteurs sont tentés de contourner les règles européennes sur le détachement. On y reviendra tout à l'heure, on fera les petits calculs, enfin je vous présenterai quelques petits calculs par rapport à ça, et vous risquez peut-être d'être surpris. Et les fraudeurs, donc, eux, ils vont essayer de jouer en fait avec ce qu'ils pensent être 3 atouts en matière de mobilité internationale. Une réglementation complexe,
Ça, personne ne peut le nier, hein. Quand vous avez écouté les explications de Clotilde et puis d'Antoine juste avant, vous vous rendez compte quand même que les choses ne sont pas simples, hein. Donc voilà, quand on est dans la pluriactivité et que la personne n'exerce pas une activité substantielle dans son lieu de résidence, dans l'état de son lieu de résidence, bah, vous vous rendez compte que ça devient tout de suite un petit peu compliqué. Et puis quand on est en matière de contrôle, hein, de lutte contre la fraude, ben, Ah, il semblerait que M. Genot ait été déconnecté, non? Oui, on dirait oui. Je pensais que c'était moi, mais ça va revenir. On va attendre qu'il se reconnecte. Oui, C'est bien parce qu'il partage toujours. C'est son écran, ça. Son écran, oui. Oui, c'est étonnant que le partage continue. Ce sont les inconvénients de la visioconférence. je pense qu'il essaye de se reconnecter. Du coup, Antoine, t'as la patate chaude de nouveau. C'est bon. C'est bon, C'est bon, il revient, je suis sauvé. il revient. alors moi je continue à vous entendre. C'est bon, C'est- c'est ouais. bon, David. Oui, d'accord. Il y a eu Mais une moi, interruption. je vous entendais bien. Alors, je ne sais pas à partir de quand vous avez cessé de m'entendre, mais moi, je continue à vous entendre. Donc, je reprends. Alors, je ne sais pas. Oui. Ouais. Faut juste Donc, remettre- je disais oui, que les fraudeurs jouaient avec ce qu'ils pensaient être trois atouts en matière de mobilité internationale, donc la réglementation complexe, la barrière de la langue hein, pour les inspecteurs pour recueillir les informations auprès des travailleurs, et puis le manque de communication entre les institutions de sécurité sociale européennes et internationales. Et nous allons voir un petit peu plus tard que ce dernier point n'est plus si vrai que ça aujourd'hui, quoi. Alors, par Monsieur contre, on n'a Genot. plus le PowerPoint, David. Exact, je vous le repartage. Mais C'est j'avais pas gentil. changé, ouais, j'avais pas changé de Parfait, merci. slide. Donc, hop, voilà, c'est tout bon. C'est parfait. Très bien. Alors, quels sont les types de fraudes que l'on peut rencontrer aujourd'hui? Donc là, on n'est pas sur de la pure activité. Le premier exemple, hein, c'est une entreprise espagnole qui embauche un travailleur d'un pays tiers, d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Nord, par exemple, et qui va travailler pendant 1 mois en Espagne hein, pour remplir la condition d'affiliation préalable à la sécurité sociale espagnole et pouvoir ainsi être détaché. Puis, à l'issue de cette période de 1 mois, elle va le détacher pour venir travailler en France pour une durée de 24 mois. Elle adresse la déclaration préalable de détachement à l'administration du travail française et elle fait les démarches pour obtenir également son certificat A1. Et puis, dès lors qu'elle a détaché le travailleur, en fait, elle cesse tout simplement de le déclarer auprès des institutions de sécurité sociale de son pays, les rémunérations qui ont été versées à ce travailleur. Donc là, le gain, il est maximal. On n'a aucune cotisation versée, le coût du salarié est donc très faible. Il y a peu de risques que ce travailleur soit contrôlé, puisque dans son pays, il n'y travaille pas. Donc il y a peu de chances qu'il soit contrôlé. Et en cas de contrôle en France, eh bien, l'entreprise ou le travailleur va pouvoir présenter à la fois la déclaration préalable de détachement et le certificat A1, ce qui présente donc une apparence de régularité qui peut être trompeuse. Et puis, le travailleur n'est pas un ressortissant de l'Union européenne. Alors, il ne connaît pas la réglementation, il ne sait pas précisément quels sont ses droits, il n'a pas forcément conscience de se faire exploiter. Et ce qu'on observe, hein, c'est que souvent,
Dans ces situations-là, les travailleurs sont des personnes quand même en situation de vulnérabilité, ce qui les pousse à accepter des conditions de travail parfois extrêmes auxquelles ils sont soumis. Moi, j'ai encore en tête un contrôle des travailleurs qu'on avait contrôlés sur un chantier il y a quelques années, qui étaient hébergés à 6 dans une caravane pour 2 personnes et avec un jet d'eau en lieu et place de salle de bain. Voilà, ils avaient passé plusieurs mois dans ces conditions-là, quoi. Et donc ces travailleurs, comme ils ne connaissent pas leurs droits, c'est pas eux qui vont venir se plaindre de leurs conditions de travail auprès de l'inspection du travail ou de l'URSSAF, dont ils ignorent jusqu'à l'existence, quoi. Donc ça, c'est la fraude la plus, pas dire la plus fréquente, hein, pas du tout, mais c'est la fraude la plus violente dans le sens où là, le travailleur, il est déclaré nulle part, quoi. Il a vraiment été déclaré un mois juste pour pouvoir remplir une condition qui permet de le détacher en France. Le deuxième exemple, on retrouve un petit peu le même schéma, à la différence cette fois que le fraudeur il est un petit peu moins gourmand ou il souhaite être un petit peu plus discret, quoi, que sa fraude se voit moins. Donc là, on est sur le même schéma, c'est une entreprise portugaise, voilà, qui embauche un travailleur d'un pays tiers, l'Inde par exemple, hein, qui va travailler pendant un mois au Portugal, être affilié à la Sécu portugaise. Et à l'issue de cette période, elle l'envoie travailler en France pour une durée de 24 mois officiellement. Elle adresse la DPD et elle obtient également son certificat de rattachement. Et là, elle continue de déclarer les rémunérations versées à ce travailleur auprès des institutions de sécurité sociale de son pays, mais sur la base de la rémunération minimale en vigueur au Portugal, quoi. Donc là, les cotisations versées sont inférieures à celles qui seraient dues si elles étaient calculées sur la base du SMIC. Il y a peu de risques une nouvelle fois que ce travailleur soit contrôlé, et en cas de contrôle en France, on a une apparence également de régularité, quoi. Donc là, le gain, c'est juste qu'on paye un petit peu moins de cotisations, quoi. Sinon, cela n'aurait pas vraiment de sens, hein. Alors, les fraudeurs connaissent la réglementation et ils savent compter également. Le troisième exemple de fraude, donc là, c'est une entreprise italienne qui embauche un travailleur de l'Union européenne et qui va travailler pendant un mois en Italie. Toujours le même schéma, hein. Il est détaché ensuite au bout d'un mois. Et là, cette fois, eh bien, elle déclare les rémunérations qui sont versées à ce travailleur auprès des institutions de sécurité sociale de son pays, donc en Italie, sur la base de 151,67 h par mois. Mais en fait, le salarié, et ça on le trouve quand même fréquemment, il travaille 6 jours sur 7 et 12 heures par jour, soit de plus de 300 heures par mois. Donc là, on a une apparence de l'égalité qui est de plus en plus forte. Mais simplement, l'entreprise a joué sur le fait que ce travailleur, certes, il est déclaré sur une base minimale française, mais qui correspond à un SMIC 151,67 h, alors que ce salarié travaille beaucoup plus que ça. Alors bien entendu, hein, là c'est un petit peu caricatural, mais les 3 exemples que je viens de vous donner, et rien n'empêche une entreprise du premier exemple de faire travailler également son salarié plus de 300 heures par mois. On peut cumuler sans aucune difficulté. Donc ce genre de situation, on peut la retrouver. Le quatrième exemple, cette fois on est sur de la pluriactivité. Donc là c'est une entreprise roumaine qui embauche un travailleur roumain déjà affilié à la sécurité sociale roumaine. Elle informe la sécurité sociale roumaine que ce salarié va travailler de manière prévisible, régulière sur le territoire de plusieurs États membres, la Roumanie et la France. Elle informe qu'il réside en Roumanie, qu'il a une activité substantielle supérieure à 25% en Roumanie. Donc la sécurité sociale roumaine va émettre un CED. Alors, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe. Je vais pas rentrer dans le détail. Et puis, Hélène et Mehdi seraient sûrement mieux placés que moi pour vous en parler. Mais voilà, la sécurité sociale roumaine va émettre un document électronique structuré A003 dans le cadre d'un cas d'usage, hein, les BUC, c'est Business User Case 02, dans ESSI, qui est un logiciel, hein, qui permet en fait d'échanger des informations entre les institutions de sécurité sociale. Et donc, la sécurité sociale roumaine va proposer la législation de sécurité sociale roumaine comme étant applicable à ce travailleur en fonction de ce qui a été déclaré, hein, par l'employeur de ce travailleur. Donc, en l'absence d'éléments complémentaires, hein, la sécurité sociale française, alors,
le Centre national de gestion auprès de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais va accepter probablement tacitement cette législation sociale, de sécurité sociale applicable. Et là, par contre, l'entreprise va déclarer les rémunérations versées à ce travailleur auprès des institutions de sécurité sociale de son pays sur la base de 1 000 € par mois. Et en fait, en réalité, le travailleur roumain, lui, il exerce son activité professionnelle uniquement en France et il est domicilié fictivement en Roumanie à une adresse d'un cabinet comptable, hein, ça nous est déjà arrivé, ainsi que plusieurs centaines d'autres travailleurs qui sont dans sa situation. Et en réalité, sa résidence est en France, hein. Donc là, l'avantage pour l'entreprise, c'est que les cotisations versées, une nouvelle fois, sont très inférieures à celles qui seraient dues en France. Alors maintenant, sur les modalités des contrôles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles peuvent être réalisés avec des partenaires, hein, avec l'inspection du travail, évidemment, hein, qui est très présente, hein, sur le champ de la mobilité internationale des travailleurs, avec des officiers police judiciaire, avec des contrôleurs des transports terrestres, hein, notamment sur le secteur des transports, hein, les services fiscaux, les douanes, de manière inopinée ou ciblée, alors parfois avec le concours voire même sur proposition de l'autorité européenne du travail. C'est pas non plus si vous connaissez bien l'autorité européenne du travail, mais c'est un acteur qui aujourd'hui est très très important en matière de lutte contre la fraude. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il nous a permis justement, il a contribué en fait, cette autorité a contribué à créer les conditions pour échanger entre institutions de sécurité sociale étrangères. Donc, dans ce cadre-là, on peut avoir la présentation de certificats de rattachement, on peut avoir la présentation de déclarations préalables de détachement, ou on peut n'avoir pas grand-chose qui nous sont communiquées comme information, hein, et c'est quand même souvent le cas. On se retrouve confronté à des gens qui ne parlent pas la langue française, donc ça présente quand même pas mal de difficultés. Les inspecteurs et puis les agents de contrôle, hein, qui sont habilités à lutter contre la fraude en France, hein, pas uniquement les inspecteurs de l'URSSAF, mais les OPJ, l'inspection du travail, etc., peuvent disposer dans le cadre de leurs investigations d'un outil qui s'appelle CLAS, hein, contrôle de la législation applicable de sécurité sociale, qui est développé par l'URSSAF et qui intègre les déclarations préalables de détachement adressées par les entreprises étrangères au service de l'administration du travail, les certificats de rattachement 1 qui sont injectés dans CLAS directement, donc depuis ce fameux logiciel, hein, ESSI RINA, qui nous permet de vérifier donc la cohérence des informations entre ces deux déclarations et puis vérifier également l'authenticité des documents produits, parce qu'il arrive quand même assez régulièrement que les entreprises étrangères nous produisent de faux documents. Alors, sans me concerter avec Clotilde, j'ai repris la même copie d'écran qu'elle. Donc, et comme elle l'indiquait, l'employeur doit sélectionner un cadre réglementaire pour envoyer un travailleur dans un autre État, parmi lequel donc, nous avons notamment le détachement ou la pluriactivité. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les autres. On a également quand même pas mal de problèmes avec des travailleurs qui sont pluriactifs, mais une pluriactivité mixte, salariés, travailleurs indépendants. On a quelques dossiers également dans ce cadre-là où des gens jouent sur le fait d'être fictivement salariés dans un autre pays, dans un pays où les conditions sont plus favorables, les cotisations sont un petit peu moins élevées. Voilà, on se retrouve avec ce genre de montage fictif de notre côté. Alors, je vais passer très vite, hein, là, sur les règles, les conditions qui sont fixées par le règlement de coordination, qui ne sont pas les mêmes selon le cadre de la mobilité. Comme l'a dit Clotilde tout à l'heure, hein, le détachement, on est sur quelque chose qui est temporaire, qui est limité dans le temps. Il y a différentes conditions à respecter, hein, activité substantielle dans le pays d'origine, l'affiliation préalable de 1 mois qui va peut-être changer à l'avenir, hein, passer peut-être à 3 mois. Respect de la durée maximum de détachement, un délai de 2 mois entre 2 détachements, le non-remplacement d'un salarié détaché par un autre. Et puis, on a la pluriactivité qui, elle, renvoie des notions de permanence, de prévisibilité, ça c'est très important, et puis pour laquelle, on l'a bien vu, hein, la résidence du travailleur est très importante pour déterminer donc la législation de sécurité sociale qui est applicable. Alors, comme je vous l'ai dit tout au début, l'inspecteur, il ne va pas se limiter
à vérifier le respect des conditions correspondant à la sélection opérée par l'employeur, hein, il va devoir s'attacher quand même à vérifier si les conditions de travail de la personne lui permettent de continuer à être rattaché au régime de sécurité sociale de son pays d'origine, soit dans le cadre d'un détachement, soit dans le cadre de la pluriactivité. Finalement, c'est pas très très important dans quel cadre on se situe, parce que de toute façon, il va devoir vérifier les deux. Comme je vous le disais, l'employeur qui se rendrait compte à un moment donné qu'il ne remplit pas les conditions du détachement, bah, il va essayer de basculer et nous dire ouais, effectivement, je me suis trompé quand j'ai décrit la situation, j'ai oublié de dire que mon travailleur, en fait, ça allait durer beaucoup plus longtemps et puis qu'il allait continuer à travailler quand même dans son pays d'origine. Donc, voilà ce qui est quand même très très important. Donc, en sachant que si les conditions ne sont pas respectées, comme le disait Clotilde et puis Antoine également, bah voilà, c'est le principe de territorialité, l'ex loci laboris, qui va devoir être appliqué, le lieu où est exercée l'activité professionnelle. En matière de pluriactivité, ce qui est compliqué, c'est que la résidence indiquée, elle peut volontairement ou non être erronée, et elle peut également avoir changé au cours de la vie professionnelle du travailleur, hein. Ça peut arriver, et son employeur en tout cas oublie de le signaler à la sécurité sociale de son pays d'origine, et la réglementation de sécurité sociale applicable, finalement, n'est pas la bonne. Et puis, comme le disait Antoine tout à l'heure, le télétravail peut également avoir une influence sur la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs dans certaines conditions, quoi. Alors, quelles sont les suites qui sont réservées au contrôle? Alors, c'est vrai que par le passé, on avait tendance à considérer que dès lors qu'on n'avait pas de certificat de rattachement qui nous était présenté, eh bien, on considérait qu'on était confronté à une situation de fraude, donc, avec une verbalisation d'entreprise étrangère pour travail dissimulé, et puis on lui notifiait un redressement de cotisation éludé, hein. Et toutefois, sur plusieurs dossiers, les certificats de rattachement ont été produits par l'entreprise à l'appui de la contestation du redressement, plusieurs années après le contrôle et souvent d'ailleurs devant les juridictions civiles et parfois même assez tardivement. Et donc, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et à la production de ces certificats par les institutions de sécurité sociale étrangères, même s'ils sont délivrés postérieurement, eh bien, s'impose à nous. Donc, en conséquence, et en application du principe d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable, que nous rappelait tout à l'heure Clotilde, eh bien, les tribunaux n'ont pas eu d'autre choix que d'annuler le redressement opéré, puisque des cotisations avaient été versées au titre de l'emploi de ces travailleurs sur la période concernée, et puis des droits avaient été ouverts pour ces travailleurs auprès de la sécurité sociale de leur pays d'origine. Alors, les enseignements que nous en avons retirés de tout ça, eh bien, c'est que les institutions de sécurité sociale étrangères, elles ne délivrent pas de certificat a posteriori pour nous causer un préjudice ou pour couvrir une fraude. Elles le délivrent à la condition que les cotisations correspondant à l'emploi d'une personne en France ont bien été déclarées et versées dans leur pays pour la période qui précède la délivrance du document. Et en fait, ce qui est très important également pour nous, c'est que la présence ou l'absence de certificat de rattachement, finalement, ça ne nous permet pas de tirer des conclusions sur la situation qui est réellement rencontrée. Les certificats de rattachement peuvent avoir été délivrés sur la base d'informations erronées, de manière volontaire ou non, qui ne correspondent pas à la réalité. L'absence de certificat de rattachement peut résulter d'une méconnaissance de la réglementation, d'un manque de rigueur de la part de l'entreprise étrangère, ou d'une volonté manifeste de frauder, mais ça ne signifie pas que le travailleur est nécessairement pas déclaré sur la base de la rémunération minimale française auprès de la sécurité sociale de son pays d'origine. Donc la présence d'un certificat d'attachement, ça ne signifie pas que la personne est toujours déclarée auprès de la sécurité sociale de son pays d'origine, postérieurement à la délivrance du certificat. Donc vraiment, afin de créer les conditions de concurrence loyale entre les entreprises des différents États membres, la directive européenne du 28 juin 2018 impose à l'employeur étranger que son travailleur détaché soit rémunéré sur la même base que les salariés de l'entreprise française. Donc on va comparer les coûts entre la France et d'autres pays. Alors je vous rassure, on ne va pas faire des calculs très complexes.
Et en revanche, hein, donc le travailleur qui est détaché en France, il doit être rémunéré sur la base du SMIC français, mais les cotisations seront calculées sur la base des règles et des taux en vigueur dans son pays d'origine. Alors prenons l'exemple qu'on connaît bien, parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises portugaises qui viennent prester en France. Un comparatif entre le Portugal et la France. Donc on va prendre l'assiette, hein, c'est le SMIC en vigueur actuellement, donc de 1 823 €. Alors le taux de cotisation, vous allez voir, il est effectivement nettement plus faible au Portugal qu'en France. Au Portugal, on est à 34,75%, dont 11% salarial, et en France, on est à 57,40%. Donc les cotisations, hein, vous allez voir, donc le montant des cotisations pour le Portugal, c'est 633 € et c'est 1 046 € pour la France. Donc on peut se dire, effectivement, même à salaire égal, c'est beaucoup plus intéressant de le déclarer au Portugal plutôt qu'en France. Mais en fait, en France, là, on a une différence de 413 €. En France, en fait, on a un dispositif qui s'appelle la réduction générale de cotisation, réduction unique dégressive, hein, depuis le début de l'année. On a changé le nom, mais le principe est le même, qui s'applique à tous les travailleurs, hein, et ça n'existe pas dans la plupart des pays européens. On n'a pas de réduction qui peuvent s'appliquer de manière très très large à tous les travailleurs et qui est calculée en fonction de la rémunération de la personne. Et la réduction générale de cotisation, en fait, elle est maximale au niveau du SMIC. Et vous allez voir, alors au Portugal, ça n'existe pas. En revanche, en France, aujourd'hui, un salarié au niveau du SMIC, on enlève pour son employeur 726 € de cotisation. Donc, ce qui fait que le coût d'un salarié, il est de 633 € au Portugal, 320 € en France. Donc, avec un différentiel, finalement, ça revient moins cher d'employer un salarié en France qu'au Portugal. Alors, bien évidemment, à la condition que ce travailleur soit déclaré sur la base du SMIC français auprès des institutions de sécurité sociale portugaises, qui est quand même assez rarement le cas, quoi. Voilà, donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, hein, le coût sera supérieur s'il cotise dans son pays d'origine par rapport à une cotisation en France. Et ça avait déjà été mis en avant par une lettre du Trésor Éco de juin 2016, hein, concurrence sociale des travailleurs détachés en France, fausse évidence et réalité, quoi. Donc en fait, nous, ce qui est très important pour déterminer, c'est là que je veux en venir, pour déterminer s'il existe une fraude commise de manière intentionnelle, eh bien, il faut que l'on connaisse le montant des rémunérations qui sont déclarées auprès des institutions de sécurité sociale de son pays par un employeur étranger au titre de son salarié détaché en France. Parce que si le travailleur déclaré dans son pays sur la base du salaire minimum français, eh bien, le coût sera plus important que de le faire cotiser en France. Donc là, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés il y a quelque temps déjà, c'est que, afin de prendre les bonnes décisions sur les dossiers, afin d'évaluer si on est réellement confronté à une fraude ou pas, eh bien, il est absolument nécessaire d'échanger avec les institutions de sécurité sociale étrangères le plus en amont possible sur les contrôles que l'on réalise. Donc à la fois pour les informer du contrôle et d'une situation potentiellement frauduleuse, mais également pour obtenir des informations sur la situation de travailleurs. Est-ce qu'ils sont bien déclarés auprès des institutions de sécurité sociale du pays d'origine sur la période de travail en France? Sur quelle base? Est-ce qu'on est dans le cadre du détachement, de la pluriactivité? L'entreprise a-t-elle une activité substantielle dans le pays, etc., etc. Ça va permettre également d'empêcher une régularisation a posteriori par l'entreprise, parce que ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et puis, ça va nous permettre également de définir conjointement la stratégie la plus opérationnelle pour sanctionner les auteurs de la fraude sans causer un préjudice au travailleur qui, lui, n'y est pour rien. Donc, on s'est basé, alors je ne vais pas vous lire les articles, mais voilà, on s'est basé sur la réglementation européenne, hein, l'article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne et l'article 76 du règlement 883/2004, voilà, pour échanger avec les institutions de sécurité sociale étrangères. Et nous avons bénéficié quand même ces dernières années de facteurs plutôt favorables aux échanges avec les institutions de sécurité sociale étrangères.
Alors, tout d'abord, la création d'une sous-direction des relations européennes et internationales qui est rattachée au directeur général de l'URSSAF Caisse nationale depuis 2017 et qui a de nombreux contacts, qui a de nombreux échanges avec les institutions étrangères de sécurité sociale en Europe, mais pas uniquement en Europe. Comme je vous en parlais également tout à l'heure, l'Autorité européenne du travail qui a été créée en 2019 est également très très importante pour nous. C'est un des facteurs les plus favorables aux échanges avec les institutions de sécurité sociale européennes. Il y a de nombreux échanges, de nombreuses réunions, de nombreux ateliers de travail qui se déroulent dans toute l'Europe sous l'égide de cette Autorité européenne du travail. La semaine dernière, il y avait un atelier de travail avec les institutions de sécurité sociale européennes. Alors, c'était pas toutes là, c'était à Bratislava, c'était justement pour échanger sur la manière de lutter la plus efficacement possible contre la fraude à la mobilité internationale. Et puis également, voilà, le développement des outils de communication modernes, les mails, les visios, ça nous a permis vraiment de pouvoir échanger de manière assez fluide, simple, avec les institutions de sécurité sociale étrangères. On a aujourd'hui de nombreux contacts auprès de chacune des institutions de sécurité sociale européennes. Alors, quelles sont les modalités donc des échanges avec les institutions de sécurité sociale? Donc, on a fait le choix d'une centralisation des échanges au niveau national. Alors, d'une part, pour identifier les interlocuteurs au sein des différents États membres, pour établir des relations de confiance mutuelle. C'est vrai qu'au début, il y avait certains interlocuteurs qui ne nous répondaient pas parce que ils ne nous connaissaient pas, tout simplement. Donc, il a fallu apprendre à se connaître. Et puis, une fois qu'ils se sont bien rendus compte que David Giono, c'était bien quelqu'un d'URSSAF, c'était pas quelqu'un qui essayait d'obtenir des informations confidentielles sur des employeurs portugais ou italiens, eh bien, on a obtenu des réponses beaucoup plus facilement. Ça nous a permis également le fait de centraliser les échanges, d'homogénéiser les demandes et donc de gagner en efficience. Et puis, ça nous a surtout permis de capitaliser au niveau national les réussites et les difficultés rencontrées plutôt que de laisser les URSSAF se débrouiller dans leur coin avec les institutions de sécurité sociale européennes ou internationales. Et puis, on a fait également le choix, on s'est posé pas mal de questions au début, on s'est dit, est-ce qu'il faut forcément adresser des courriers en recommandé avec accusé de réception? Est-ce qu'il faut qu'ils soient nécessairement traduits par un traducteur assermenté? On a fait le choix dès le début de privilégier l'efficience au formalisme. Et dans nos échanges avec les institutions de sécurité sociale étrangères, en s'appuyant sur des outils de communication modernes, rapides, les mails, les visios, un outil de traduction en ligne, on n'est pas passé ni par le site du CLES, ni par un traducteur officiel, en tout cas dans un premier temps. Et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Justement, sur ces dossiers, ce qui est un peu difficile, c'est souvent qu'ils prennent quand même beaucoup de temps. Donc là, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps et pour pas laisser finalement ce temps aux fraudeurs pour disparaître rapidement, quoi. Donc voilà, on échange quand même très très régulièrement par mail avec les institutions de sécurité sociale étrangère, par visio également. Donc et finalement, on se rend compte qu'on a un arrêt de la CJUE du 23 janvier 2005 qui nous a conforté en fait dans nos pratiques. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, c'était une société portugaise qui avait détaché un grand nombre de travailleurs portugais en Belgique. C'est pas la France qui était impliquée, de 2012 à 2017, pour travailler sur des chantiers. Et les certificats produits étaient des faux. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et la question qui a été posée à la Cour, c'est est-ce que, malgré le fait qu'il s'agisse de faux, est-ce qu'on doit appliquer le règlement européen 883/2004 et, le cas échéant, est-ce que la procédure de dialogue et de conciliation est un préalable obligatoire afin de déterminer si les conditions d'existence d'une fraude sont réunies? Et donc la CJUE nous donne nous donne complètement raison en fait. D'une part, donc, qu'on ait des certificats de rattachement, qu'on n'ait pas de certificat de rattachement, finalement, quelle que soit la situation de la personne, eh bien, il va falloir le règlement 883/2004 s'applique.
Et puis, sur la nécessité de la mise en œuvre de la procédure de dialogue, comme le règlement 883/2004 s'applique, eh bien, cette procédure, elle revêt une importance particulière, notamment dans le contexte d'une suspicion de fraude. Et puis, justement, il faut échanger avec les institutions de sécurité sociale étrangères. Ce n'est pas un État qui peut constater de manière unilatérale une fraude et écarter les certificats. Donc, il faut vraiment enclencher promptement la procédure de dialogue et de conciliation. Donc, là, on est vraiment dans la lignée des arrêts, hein, Altoon, Vueling, qui ont été rendus ces dernières années également, quoi. Et à titre subsidiaire, hein, le législateur de l'Union européenne également indique que, la Cour, pardon, indique que le législateur n'a pas prévu de forme particulière devant être respectée. Donc, on peut très bien échanger par mail, quelle que soit la manière dont on échange. L'important, c'est que les échanges aient lieu entre les institutions de sécurité sociale étrangères, dès lors que l'on a des doutes, hein, sur la validité d'un certificat de rattachement ou sur la détermination de la législation applicable ou sur une situation, la situation d'un travailleur à l'occasion d'un contrôle, quoi. Et donc, depuis plusieurs années, hein, maintenant, je crois depuis 5 ans, on échange très, très régulièrement avec les institutions de sécurité sociale étrangères. On obtient la plupart du temps des réponses, hein, des réponses qui sont intéressantes, même la communication de fichiers, hein, il n'y a pas de, il y a pas d'obstacle, hein, et il n'y a pas d'obstruction de la part des institutions de sécurité sociale étrangères. On obtient les réponses. Je crois on a dû envoyer à peu près 150 demandes d'informations et on a obtenu un peu plus de 100 réponses à ce jour, sachant qu'il y en a certaines qui vont arriver très prochainement. Et donc les échanges en fait avec les institutions de sécurité sociale étrangères, ça peut aboutir à plusieurs résultats différents. Soit la réglementation européenne a été respectée et les conditions de détachement des travailleurs étaient parfaitement respectées. Et c'est quand même la majorité, hein, je tiens à le rappeler, la fraude, c'est d'une manière générale, c'est pas le fait d'une majorité. Heureusement qu'il y a des gens qui respectent la réglementation, parce que sinon notre système de protection sociale se serait effondré depuis bien longtemps. La fraude concerne une minorité des personnes, donc on a quand même beaucoup de situations dans lesquelles les règlements sont respectés. Il y a des situations, ça nous est arrivé, où on se rend compte que la législation de sécurité sociale applicable, c'est bien celle du pays d'origine, mais la rémunération déclarée n'est pas conforme au minimum français. Et donc là, la fraude, elle ne concerne pas l'URSSAF, elle concerne la sécurité sociale étrangère. Et dans ce cas-là, bien, on signale, hein, la situation à l'entreprise, à l'institution de sécurité sociale étrangère, et c'est elle qui fait son redressement. On a eu le cas sur un dossier où on a à la fois un redressement de la part du Portugal, c'était l'ISS portugaise qui était concernée, qui a fait un redressement d'un peu plus d'1 million d'euros pour des travailleurs qui étaient correctement affiliés, déclarés chez elle, qui étaient détachés dans le respect des règles européennes de sécurité sociale. Et puis par contre, on avait également des travailleurs qui n'étaient pas du tout connus des institutions de sécurité sociale portugaises. Et là, dans cette situation, on a appliqué tout simplement, hein, le principe de territorialité. Et nous, on a fait le redressement de notre côté. Donc, on a une entreprise qui a été sanctionnée à la fois par les institutions portugaises et par l'URSSAF. Et puis, quelquefois, troisième possibilité, c'est que la législation de sécurité sociale applicable, cela aurait dû être la législation française. Il s'agissait d'une fraude manifeste, et dans ce cas-là, les inspecteurs vont établir un procès-verbal de travail dissimulé et puis vont faire un redressement de cotisation. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Non, c'est parfait. C'est parfait, David. Voilà. Merci. Merci. Ça nous laisse du temps pour les questions. Alors moi, avant de laisser la parole, j'avais une petite question sur l'Autorité européenne du travail. De quelle manière s'opère la coordination? Parce que je crois qu'il y a des contrôles qui sont coordonnés par l'Autorité européenne du travail. Et je crois que ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, David?
Oui, alors effectivement, il y a des contrôles conjoints qui sont réalisés qui sont initiés par Mm. l'Autorité européenne du travail, après échange entre les différents acteurs, hein. Donc voilà, ça va être des gens à la fois du travail ou de la sécurité sociale qui vont proposer des dossiers, des cibles. D'accord. Et puis les pays concernés vont se mettre d'accord. Ça a conduit, hein, pour nous, pour l'URSSAF, ça a conduit des contrôles. On avait fait ça avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie aussi, ça a été réalisé. Des agents de la sécurité sociale portugaise qui viennent en France pour faire un contrôle sur un chantier aux côtés des inspecteurs du travail français et des inspecteurs de l'URSSAF. Et puis, bien derrière, on fait le match retour, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, tout ce petit monde se transporte au Portugal pour aller faire le contrôle au siège de l'entreprise portugaise. Et là, nous, on avait eu deux inspecteurs de l'URSSAF qui étaient partis quelques jours au Portugal. Donc, pour participer à ces contrôles, mais plutôt pas réellement comme acteur, mais plutôt comme observateur, quoi. Voilà. Bien. Et, Bon, très bien, merci. et c'est vrai que ça se développe, hein, Mm. et, euh, et alors, ça a commencé au travers de ces contrôles conjoints. Maintenant, il y a pas mal aussi d'échanges de cibles entre les institutions de sécurité sociale européennes ou inspection du travail. C'est vrai que l'autorité européenne du travail, au départ, elle est plutôt sous l'angle travail. Mm. Et maintenant, on développe de plus en plus l'aspect sécurité sociale, parce qu'on se rend bien compte quand même que c'est Ouais. le nerf de la guerre, hein. C'est Mm. l'objectif poursuivi, c'est encore une fois, c'est l'appât du gain, hein. Quand on fraude, bien souvent, Ouais. on est sur ce champ-là, quoi. Donc la sécurité sociale est très, très intéressée, quoi. Mais on était justement la semaine dernière à Bratislava, c'était pour Eh échanger oui. sur justement sur ces contrôles conjoints qui Ouais. devraient s'opérer cette année. Ouais. Très bien, on voit à peu près avec l'or, le bâtiment. D'accord, vous Merci. connaissez. On y est allé l'année dernière, mais dans le cadre d'un concours, D'accord. un concours européen. Mais c'est toujours bien d'en savoir davantage sur les actions actuellement mises en place. Alors, je vous laisse la parole pour les autres intervenants. Enfin, si vous avez des questions concernant les arrêts qui ont pu aussi être analysés par Antoine, puisqu'il y a des pistes de réflexion qui ont été évoquées, à la toute fin, notamment l'articulation avec l'accord européen de télétravail. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Bonjour, Quentin Landry, GRH. Ah oui, bonjour Quentin. Bonjour. C'est une question très pratique, plutôt pour David. Je reviens sur le premier exemple de fraude que vous avez donné, Espagne-France, le tout premier. Donc on embauche, on attend un mois, on paye les cotises, on fait toutes les déclarations. On détache en France et on cesse de payer les cotises côté Espagne. On ne le dit pas. Ça me semble un peu gros. Est-ce que il n'y a pas, je sais pas, quand même un système d'alerte côté espagnol, puisqu'on a quand même fait une demande pour un détachement de 2 ans, mais immédiatement après, on arrête les cotisations. Donc ça semble contradictoire dans le cadre de l'envoi d'un salarié étranger. Est-ce que ça, ce simple fait que, alors on peut faire peut-être à l'inverse côté URSSAF, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionnerait côté espagnol, mais prenons le même exemple côté français. Est-ce qu'il n'y a pas une lumière rouge là qui s'allume quand même immédiatement côté URSSAF quand on voit ce genre de choses? On détache pour 2 ans et bim, on arrête tout de suite les cotises. Alors je pense que côté URSSAF, aujourd'hui, ça se verrait, hein, effectivement. Ça se verrait parce que c'est l'URSSAF qui gère aujourd'hui la mobilité internationale des travailleurs, hein, et donc, évidemment, on communique entre nous. Et puis, on a accès à l'intégralité de l'information quelque part. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était pas l'URSSAF qui gérait la mobilité des travailleurs, c'était la CEPAM.
Et l'URSSAF n'était pas nécessairement informé qu'il y avait un certificat de rattachement qui avait été émis, qu'il y avait une demande de détachement d'une personne. Donc, moi, je dirais que, et je pense que c'est ce qui a pesé dans le fait qu'aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui gère la mobilité des travailleurs, c'est que nous, les entreprises, on les connaît. Et donc, forcément, aujourd'hui, on va contrôler effectivement quelqu'un qui fait l'objet d'un certificat de rattachement. Bah, on va contrôler qu'il est toujours sur les DSN qui vont être établis par l'employeur dans les mois qui vont suivre. On pourrait trouver, c'est possible hein, qu'un travailleur cesse de figurer sur les DSN parce que finalement, bah, peut-être que la situation de détachement ne lui a pas convenu et puis très rapidement, il a démissionné, il a quitté l'entreprise parce qu'il ne voulait pas être détaché et donc on arrête de l'employer. Mais on va le trouver à la fin de son contrat, on va le trouver en DSN, donc on va avoir cette information. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les institutions de sécurité sociale étrangères. En Espagne, alors ça, en Espagne, c'est un petit peu particulier. La Sécu espagnole, enfin les inspecteurs, ils sont à la fois inspecteurs du travail, inspecteurs de sécurité sociale. Il y a l'OEITSS qui gère vraiment la sécurité sociale. Puis on a la Trésoreria générale, la TGSS, qui s'occupe plutôt de la mobilité internationale. Donc je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui, ils échangent très bien sur les situations de détachement. Je pense que Espagne, Italie, même Portugal, on va retrouver un petit peu quand même la même organisation qu'on peut trouver en France. Et donc, je pense qu'il y a des échanges qui sont prévus. Peut-être moins fluides qu'en France, je ne sais pas. Mais dans d'autres pays, alors je sais que la Roumanie, par exemple, ils sont encore... ils sont moins informatisés, les informations sont moins fluides. Donc, je pense que ce genre de situation peut encore se rencontrer aujourd'hui avec certains pays. Peut-être moins par rapport à d'autres, quoi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, très bien, je disais merci. Effectivement, nous, on a, enfin, du coup, depuis que l'URSSAF a repris la mobilité internationale, ça paraît plus logique et finalement, la réponse était un peu dans ma question. Tant mieux. Ouais. Il y a Monsieur Messadi qui a apporté une précision aussi. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Monsieur Messadi. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Monsieur Messadi, je suis cadre technique du service mobilité internationale à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. En fait, les employeurs et même les travailleurs indépendants, mais là, surtout pour le côté des travailleurs salariés, en fait, on peut faire leur demande depuis un outil qui a été mis en place justement, qui s'appelle ILAS, c'est Instruction de législation applicable de sécurité sociale. Et par cet outil, il y a plusieurs contrôles qui ont été mis en place pour que soient vérifiées certaines conditions liées au détachement, mais certaines aussi liées à l'entreprise ou aux travailleurs indépendants, pour la délivrance des certificats de détachement ou de pluriactivité. Et pour les employeurs, lorsqu'ils font une demande, en fait, il y a un contrôle qui vérifie la présence du salarié dans la déclaration sociale nominative. Donc, si le salarié est présent sans problème, le certificat peut être obtenu automatiquement, sans qu'il y ait une vérification pour nous derrière. Il arrive parfois que le salarié ne soit pas détecté dans la déclaration sociale nominative. Et donc là, l'affaire arrive en examen auprès des gestionnaires et c'est aux gestionnaires de vérifier la bonne présence du salarié dans la déclaration sociale nominative. Et en cas d'absence, on fait une demande du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche. Voilà. Très bien, merci. Merci de cette précision. Une autre question? Laure? Oui, merci beaucoup pour vos présentations. En effet, il a été relevé que les questions sont très complexes et c'était vraiment très, très clair. Il a été évoqué la frontière entre le détachement et la pluriactivité, ou peut-être des situations parfois où même les entreprises, les employeurs n'arrivent pas à déterminer dans quelle situation ils se trouvent pour des mauvaises raisons. Je me demandais si, du côté français, du côté de l'administration, enfin de l'URSSAF, Caisse nationale du service,
le dossier, le cas qui est soumis est analysé sous les deux angles. Est-ce qu'il y a une possibilité de redirection de la demande de détachement vers de la pluriactivité ou inversement? Ou est-ce que ce cas ne se présente uniquement que dans une recherche de fraude ou un litige qui se présenterait? La question un peu générale. Non, mais c'est très intéressant. Et effectivement, nous, on essaye, en tout cas à l'occasion d'un contrôle, on ne se limite pas à regarder la situation telle qu'elle nous a été déclarée, parce que on sait très bien que si on refuse, par exemple, un détachement, mais que la personne, on se rend compte qu'elle exerce finalement peut-être son activité plutôt dans le cadre de la pluriactivité, même si un certificat de rattachement a été émis en cochant la case détachement, on risque derrière de nous poser devant les tribunaux une erreur et tout simplement le fait que la personne elle exerce dans le cadre de la pluriactivité et on risque d'être contraint par rapport à ça. Donc on essaie de regarder vraiment si le détachement ne peut pas être retenu, est-ce qu'on pourrait se situer dans le cadre de la pluriactivité ou pas? Encore une fois, le problème, c'est que souvent, dans la fraude, surtout la fraude à la mobilité internationale, on est confronté à des fraudes massives. Ce n'est pas un travailleur, ce n'est pas la situation d'une personne. Mais c'est vrai que si on a 100 personnes pour lesquelles on a fait, qu'on a détaché dans le cadre du détachement, et puis que les conditions ne sont pas remplies, c'est plus difficile ensuite de basculer quand même sur la pluriactivité. Mais ça peut arriver. L'inverse peut se produire, c'est-à-dire on coche pluriactivité, puis nous on se rend compte que la personne, en fait, elle ne travaille pas du tout sur le territoire de plusieurs États membres. Alors dans ce cas-là, si ça fait que quelques mois qu'elle est en France, à tous les coups, on va nous dire je me suis trompé. J'ai coché pluriactivité, mais elle ne travaille qu'en France. Dans ce cadre-là, effectivement, on est peut-être dans le cadre du détachement. On n'a pas dépassé cette limite de 24 mois, donc on risque de nous l'opposer. Donc voilà, on est obligé quelque part de le prendre en compte, quoi. Je me permets d'ajouter quelque chose parce que de nous aussi en amont, lorsqu'on reçoit les demandes, on vérifie aussi la nature de la demande qui est faite, parce qu'elle peut nous parvenir soit du détachement de la pluriactivité, mais nous avons tout à fait la possibilité, nous, de requalifier cette demande dans un sens ou dans l'autre par rapport aux faits qui nous sont présentés. Et merci beaucoup pour vos réponses. C'est donc la pratique de la France, si je comprends bien. Est-ce que vous constatez des pratiques un peu similaires des autres institutions de sécurité sociale étrangères? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout le domaine. Le détachement paraît à première vue plus simple à trancher, à qualifier. Dans le cas de la pluriactivité, les règles étant très, très complexes, en tout cas les cas de figure qui se présentent étant très nombreux, il y a j'imagine des possibilités de divergence d'interprétation multipliées entre les instances de sécurité sociale. Est-ce que des échanges même de doctrine s'établissent entre les institutions de sécurité sociale des différents États membres? Je pense par exemple, dans vos présentations, c'est la notion de résidence qui m'a aussi interpellée, parce qu'on peut l'entendre comme la notion de résidence, elle est plurielle, on sait bien, par exemple en droit fiscal, en droit de la sécurité sociale, c'est pas la même. Et donc, est-ce qu'elle est définie par le règlement? Est-ce qu'elle fait l'objet d'un consensus entre différentes institutions? C'est vraiment une question de curiosité pratique. Je crois qu'il y a Alexandra Duclès qui veut intervenir. Je ne sais pas si elle veut répondre à la question ou si elle veut intervenir, Alexandra. Mais on ne l'entend pas. On n'entend pas. Alors, en attendant, moi, je peux essayer de répondre à votre question, Laure. Alors, c'est vrai que dans le cadre des échanges qu'on a avec les institutions de sécurité sociale étrangères, forcément, on partage nos pratiques et quelque part notre doctrine. Donc, on a tendance à s'aligner quand même un peu tous sur les mêmes pratiques. Enfin, en tout cas,
pour ceux avec lesquels on échange le plus régulièrement, quoi. Donc, Oui, Hélène De Thiers du service mobilité internationale URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, on instaure depuis quelque temps maintenant des échanges fréquents avec les autres États membres, justement pour discuter de toutes ces problématiques. Très bien. Moi, Antoine? je complète également. Et je vous remercie de tous ces échanges. Du coup, il y a Alexandra qui avait expliqué du coup que c'est une problématique qui a été abordée lors de la révision du guide. D'ailleurs, elle se reconnecte et je suis friand d'informations puisque pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y aura dans ce guide pratique. Donc, si on peut avoir des exclusivités, ce serait super. Et puis, alors aussi, par exemple, pour la caisse AVS, donc en Suisse, il faut savoir que donc, si vous demandez plusieurs fois des certificats 1 de détachement, la caisse AVS, donc qui est équivalent de l'URSSAF si vous voulez, pourrait revenir vers vous en disant attention, vous allez plusieurs fois dans ce pays-là ou dans différents pays, on a vu votre historique, ça, il s'agit certainement de pluriactivité. Et je voudrais ouvrir un peu du coup le débat sur l'accord provisoire, puisque l'accord provisoire à l'intérieur, déjà on nous dit qu'il y aura une obligation de soumettre une demande de certificat 1 avant le détachement. Alors que ça, c'était, ils ont mis le mot prior, donc avant le détachement, et ça n'y était pas dans le règlement. Donc ça, c'est vraiment, normalement, on disait, bon, bah, si vous ne le faites pas, vous pourriez le faire de manière rétroactive. Là, on nous dira vraiment qu'il faut faire une demande avant, et ce qui nous permettra aussi de ne pas avoir le problème qu'a soulevé David sur des certificats 1 qui sont édités des années plus tard. Donc voilà, aussi c'est marqué du coup dans le règlement que le salarié est envoyé, donc on dit sent, on ne dit pas posted, donc détaché. Donc déjà il y aura une différence entre détachement et envoi d'un collaborateur. Et puis deux exceptions, il n'y aura pas besoin de faire de demande de certificat A1 de détachement. En cas de business trip, il y a une définition du business trip. Par exemple, voyage d'affaires, donc colloque, réunion d'affaires, etc. Et aucune limitation de temps. Et on dit juste qu'elle est temporaire. Donc, on pourrait très bien avoir un business trip de 1 semaine ou 2 semaines. Ou sinon, pour des détachements de 3 jours consécutifs sur une période de 30 jours. Et donc, c'est là où, Laure, la question, elle est vraiment très, très pertinente. C'est comment, parce que il faut savoir que quand on est en détachement très souvent, comme je vous ai dit, de manière régulière, prévisible, c'est de la pluriactivité. Donc, donc je prends l'exemple d'une entreprise qui va envoyer régulièrement en voyage d'affaires ou pour des détachements de moins de 3 jours des collaborateurs, elle ne va pas faire de demande de certificat 1. Donc, comment l'institution pourra se dire « Ah oui, mais en fait, vous étiez en situation de pluriactivité ». C'est seulement s'il lui arrivait un accident ou ça va être, enfin, les contrôles vont être beaucoup plus compliqués. Sauf erreur, sur l'application SIPSI, il n'y a pas de limite de temps. Donc, il faudra bien faire une déclaration de détachement en France, même pour 1 jour de détachement, il me semble. Mais par contre, pour les certificats 1 de moins de 3 jours de détachement, il n'y aura pas besoin. Donc, on nous dit, l'accord provisoire donne une définition de la fraude, donne des nouveaux process, une nouvelle procédure entre caisses, entre institutions sociales, mais d'un côté, permet aux employeurs de ne pas faire de demande de certificat 1 pour des voyages d'affaires. Et alors, là, on pourra vraiment, chacun aura un peu sa définition, même si dans le texte, il y a une définition du voyage d'affaires. Mais bon. Et puis, pour des détachements de moins de 3 jours. Et l'exception, c'est dans le secteur du bâtiment. Donc, bien, si vous avez un chantier de 2 jours, vous devrez quand même faire une demande de certificat 1. Donc, ça sera passionnant de voir encore les différents débats là-dessus. Merci beaucoup. Il y a Romain. Oui, bonjour. Il y a une petite question qui peut paraître celle d'un néophyte, mais c'est par rapport à ce que vous dites, Monsieur Giono. Vous avez, lors de votre développement, insisté sur le fait qu'il y avait de la communication entre les URSSAF et ses homologues dans différents pays. Mais je me posais la question, je ne connais pas bien, par exemple, la Suisse, mais
Est-ce qu'il y a l'équivalent en Suisse des URSSAF et de la Caisse nationale, dans le sens où, Monsieur Antoine Lefebvre, là, vous avez parlé de l'AVS, mais a priori, il y a aussi des structures cantonales, il y a une division cantonale. Donc, j'imagine que les échanges entre la France et la Suisse ne sont pas si simples parce que, a priori, on n'est pas dans un mécanisme comme en France où on a un service assez organisé, je dirais, et puis en situation monopolistique, qu'est l'URSSAF et qu'est l'Agence nationale. Donc, je me posais un peu cette question de difficulté qu'il peut y avoir, en fait, à communiquer avec des pays où l'organisation n'est pas, entre guillemets, aussi centralisée. Alors, on a des contacts, alors, je ne sais pas si tu pourras compléter, Antoine, mais on a des contacts avec la Suisse. Je ne sais pas quel organisme exactement, comment ça s'appelle, c'est BVS. L'OFAS, oui, l'Office fédéral des Ouais, assurances sociales. c'est ça, ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y a Madame Pochon qui est de l'OFAS avec nous, je ne sais pas si elle est encore là. Mais oui, en effet, donc on a l'OFAS qui est l'Office fédéral, mais ensuite, l'équivalent de l'URSSAF, c'est les caisses AVS, donc assurance vieillesse et survivants, et c'est ces caisses-là qui sont en charge de déterminer la législation applicable. Donc, de pouvoir émettre les certificats 1. Par contre, quand on passe dans des accords spéciaux, donc article 16 du règlement, si par exemple on fait plus de 2 ans de détachement, c'est l'Office fédéral des assurances sociales qui va se charger de ça. Et toutes les demandes en fait des États étrangers arrivent à l'OFAS et c'est l'OFAS qui redistribue les dossiers aux différentes caisses. Et c'est vrai que les caisses, donc, ce sont des caisses de retraite pour ce qu'on appelle le premier pilier en Suisse. Mais c'est vrai que si vous êtes assujetti aux assurances sociales suisses, ensuite, il faut aller voir votre assureur, aller voir un assureur accident, un assureur prévoyance professionnelle. Et donc, il y a différentes. C'est pas tout centralisé comme à l'URSSAF. Il faut aussi aller voir d'autres assureurs. Mais heureusement, on a différentes caisses. Et là, il y a mes collègues, puisque l'affaire Genève a également une caisse AVS, qui sont là et qui pourraient compléter mon propos si besoin. Merci pour cette réponse. C'était très clair, Antoine. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandra qui a levé la main. Alexandra. Bonjour. Excusez-moi pour ce problème technique. Oui, pour rapidement revenir justement sur les détachements successifs et puis la pluriactivité concernant les différentes pratiques en fait des États membres. Donc, c'est en fait une problématique qui a été abordée lors des travaux de la révision du guide DELA. Donc, je ne peux pas trop non plus m'avancer sur les propos parce que c'est toujours en cours auprès de la Commission européenne. Mais en tout cas, normalement, ça devrait apparaître dans le prochain guide et puis il devrait avoir quand même une pratique assez harmonisée vis-à-vis de ça. Voilà. Mais je ne peux pas donner plus d'informations. Tu nous mets l'eau à la bouche, Alexandra, mais... Dommage, Antoine. Ah là. Mais il y a eu quand même un consensus par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que les experts ont voulu en fait donner plusieurs exemples pour justement clarifier puis harmoniser les pratiques et éviter notamment les cas de fraude ou d'erreur. Donc, c'était juste pour vous préciser ça. Même si je vous envoie des chocolats suisses, ça ne marchera pas. Non. Ça serait avec plaisir, mais bon. C'est la gourmandise qui parle. Mais c'est vrai que si on part après sur des business trips où il n'y aura plus besoin de certificat 1, ça va être quand même compliqué de savoir si c'est la pluriactivité. Quand c'est des activités différentes, la personne est indépendante dans un pays, salariée dans l'autre, ça va. Mais quand la personne voyage très régulièrement pour son employeur, mais qu'à chaque fois, c'est soit des voyages d'affaires, soit des voyages de moins de 3 jours, ça va être plus compliqué pour les institutions sociales, à mon sens. Exactement, c'est le cas où ça dépend si ça fait partie de son schéma de travail ou non, ou si c'est prévu, parce que c'est aussi là la grosse difficulté, parce que généralement, que ce soit même les formations ou les business trips et tout, la personne ne peut pas communiquer ces informations préalablement en fait, à l'institution compétente. Mais c'est vrai que ça va poser certaines difficultés.
D'autres questions? Pour l'instant, j'ai rien. Non, pas d'autres. Regarde. Je crois qu'on arrive. On arrive à la fin. Hmm. Eh bien, écoutez, oui, je pense. Je vois pas de questions ni dans la conversation. Mais écoutez, merci, merci pour ces 3 interventions qui étaient très riches, très claires, très pédagogiques. Donc merci encore Clotilde, Antoine et David. Merci également à tous ceux qui ont assisté à cette séance, à tous les collègues et les professionnels, que vous soyez au CLES. Alors j'ai compris, il y avait donc Alexandra du CLES, aussi du côté suisse. Et puis, je pense qu'il y avait aussi certains avocats, je vois Virginie. Donc, merci à toutes et à tous pour cette séance. Cette séance est enregistrée, comme l'ont rappelé mes collègues Laure Camagi et Romain Marié. Donc, vous retrouverez la séance sur notre chaîne YouTube CERCRID. Et je crois que Romain a tout indiqué dans la conversation. Merci encore. Merci et puis, beaucoup. belle Merci journée à à vous tous. toutes et tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Alors, merci. Merci.